Ce n'est pas toutes les femmes qu'on remplace. Mon frère, viens t'asseoir. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on remplace. Il y a femme et puis il y a foulard. Foulard là, c'est ce que tout le monde peut prendre pour et puis attacher. Mais femme, vraie femme, une femme vertueuse, une femme qui a un cœur pur, tu peux essayer de la remplacer, mais jamais tu ne pourras la remplacer. Chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Les autres, quand ils ont leurs problèmes, Marcelo pense qu'il faut garder silence et Dieu est capable. Mais autour de Marcelo, Marcelo ne veut plus que les gens gardent silence. Elle est morte. Moi, j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Maman Blanche et du pasteur Marcelo est une histoire très complexe, mais surtout pleine de rebondissements. Récemment, les enregistrements où on écoute Maman Blanche parler sont sortis. On écoute Maman Blanche dire ceci. La famille du pasteur Marcelo ne l'aimait absolument pas. Voici la vraie raison de comment Maman Blanche est décédée. Donc si tu es Maman Blanche, écoute jusqu'à la fin. Mais tu n'es rien, absolument rien. Je ne vais pas vous mentir. Tu ne seras rien. Tout ce que tu as comme gloire devient sombre. Chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Moi, d'abord, Koufi, il ne donne aucune explication à sa famille. Il vient maintenant que toute l'église, bon, il y a qu'on défendre Naï. Et il dit, celui qui ne me défend pas est coupable. Et je vois les gens aussi à l'église crier Amen. Marcelo, Makila est blanche comme Komataï Namuto. Lorsque Marcelo prêche, les Marcelo ici, ils vous disent, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Gardez silence. Regardez, mon Dieu, il est puissant. Mon Dieu veut combattre vos ennemis. Quand il s'agit des autres, ils doivent garder silence. Marcelo vient avec les versets bibliques. Marcelo montre comment le Seigneur est mon bannière, même si je marche dans l'ombre de la vallée, des récitations. Les autres, quand ils ont leurs problèmes, Marcelo pense qu'il faut garder silence et Dieu est capable. Mais autour de Marcelo, Marcelo ne veut plus que les gens gardent silence. Marcelo ne veut plus que Dieu vienne combattre pour lui. Marcelo appelle maintenant l'église à s'élever pour aller les défendre. On ne va pas te défendre. Monsieur, n'allez pas défendre Marcelo. Christ ne nous appelle pas à défendre les pasteurs. La Bible n'appelle pas les chrétiens à se lever comme des avocats des pasteurs. Nous avons un avocat auprès du Père chez Jésus. Si Marcelo est innocent, qu'il prie, que cet avocat-là le défende. Il ne revient pas à l'église d'être tiré comme des moutons pour défendre Marcelo dans ses bêtises. Ça, c'est quel évangile? Il se remarie. Et là encore, ça provoque une autre polémique dans les réseaux sociaux. Avait-il vraiment raison de se marier? Lui qui aimait Maman Blanche. Il faut qu'on dise quelque chose à ce niveau. Le pasteur Marcelo n'a commis aucun péché pour se remarier. Il n'a violé aucune loi pour se remarier. Le pasteur Marcelo a choqué le bon sens. Il a tout simplement choqué le bon sens. De la manière dont il parlait de son épouse, Maman Blanche. On aurait voulu le voir prendre beaucoup plus de temps. Parce que c'est du domaine. Ce sont des choses que tout le monde vit dans le monde. Il n'y a pas des robots dans cette affaire. Il n'y a pas des hommes spirituellement aguerris dans cette affaire. Il s'agit de la chair. On reste homme, on meurt, on ressent la douleur et on pleure. Au point que même, dans la Bible, on connaît l'histoire de Jésus-Christ. Lorsque Lazare est décédé, Jésus, le saint, avait pleuré. La Bible dit, Jésus pleura. Ça veut dire tout simplement que lorsque Maman Blanche est décédée, par rapport à la manière dont elle est décédée, quelqu'un qui fête son anniversaire un certain vendredi, un samedi, il prend l'avion, il part en Turquie, et puis 2 ou 3 jours après, il décède. Quand il décède, en réalité, c'est un choc pour le pasteur Marcelo. À ce moment-là, toutes les pulsions sexuelles en lui décèdent, meurent en lui. C'est quelqu'un qui entre dans une autre phase de sa vie. La personne qu'il aimait beaucoup plus meurt, il décède. C'est pour cela que les gens voulaient quand même le voir prendre assez de temps pour se remarier. Pourquoi prendre assez de temps? Vous vous rappelez de cette vidéo qui a circulé? Cette vidéo dans laquelle il parle de la période des fiançailles. Il disait que les fiançailles ne devraient pas en prendre normalement 6 mois, 7 mois, 1 année. Et il a dit que dans son expérience avec Maman Blanche, ça lui a pris 5 ans. Vous pouvez vous en douter. 5 ans pour se marier avec Maman Blanche. Mais il a dit, je ne vous demande pas de faire 5 ans, mais je vous demande de prendre plus de temps. Parce que l'homme doit savoir là où il place son pied, et la femme à son retour doit savoir là où il place son pied. Alors, dans cette affaire, vous allez remarquer qu'il y a eu encore un débat là-dessus. Devrait-il prendre plus de temps que prévu? Il y en a qui disaient que non, il ne devait pas prendre beaucoup de temps. Il devait quand même prendre même 1 mois, parce qu'il s'agit d'un remariage. Mon avis là-dessus est celui-ci. Pour le cas du pasteur Marcelo, il devait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi? Pour lui, il y a 3 défis. 3 défis à relever. Lorsque vous prenez les jeunes célibataires qui veulent se marier, ils font face à un seul défi pour se marier. Quand un jeune tombe sur une femme, il veut la prendre en mariage, la première question que les jeunes se posent, c'est un défi moral. Est-ce que cette femme est de bonne moralité? Est-ce qu'elle a un bon caractère? Est-ce qu'elle a de bonnes œuvres? Est-ce qu'elle a un bon comportement? Ce sont les mêmes questions que se posent également les femmes lorsqu'elles sont demandées en mariage par les hommes. Est-ce que cet homme a un bon comportement? Est-ce qu'il a un bon caractère? Ça, c'est le défi moral. Pour les jeunes mariés,
Pour les jeunes célibataires, je voulais dire, pour les jeunes célibataires, le défi est unique. Il n'y a qu'un seul défi. Mais pour un homme qui doit se remarier, il y a 3 défis. Pour un homme public, il y a 3 défis. Rappelez-vous d'abord que quelqu'un vient de perdre sa femme. La femme qu'il aimait, Maman Blanche. Les pulsions sexuelles meurent en lui. En réalité, il ne doit plus avoir des sentiments pour les femmes. Parce qu'il se pose la question de savoir, est-ce que je pourrais trouver une femme comme Maman Blanche dans ce monde? Lorsque vous regardez la dépravation des mœurs actuellement, dans nos sociétés, vous vous posez certainement cette question. Est-ce qu'il est facile de trouver une bonne femme? Est-ce qu'il est vraiment facile de la trouver? Je pense que le pasteur Marcelo devait se retrouver face à ce questionnement. Et lorsque les pulsions sexuelles meurent, ça lui prend du temps. Et lorsque ça lui prend du temps, il commence à se ressaisir. Et quand il se ressaisit, il entre maintenant dans une nouvelle crise. Il entre dans la crise du choix du nouveau conjoint. Il entre dans la crise du choix de la nouvelle femme. Cette crise devrait également lui prendre quelques jours. Ça devrait lui prendre aussi un petit temps. Et quand il aura trouvé cette femme avec laquelle elle va vivre pour le reste de sa vie, il aura maintenant à faire face à 3 défis. Le premier défi... Les enregistrements où on écoute Maman Blanche parler sont sortis. On écoute Maman Blanche dire ceci. La famille du pasteur Marcelo ne l'aimait absolument pas. La mère du pasteur Marcelo est très manipulatrice. Et elle n'aimait pas du tout Blanche. Le père de Marcelo non plus. Il ne l'aimait pas du tout. Au point où il a traité Maman Blanche de prostituée, l'accusant d'avoir eu des relations extra-conjugales avec l'un de leurs employés égyptiens caroleurs. Dans le foyer de Maman Blanche, il n'y avait plus rien. Il pouvait se réveiller le matin et se passer sans se dire bonjour. Le pasteur Marcelo avait un comportement dégueulasse envers Maman Blanche. Elle n'en pouvait plus. Il faisait les choses dans son dos. Il reprochait à Maman Blanche le fait de ne pas s'entendre avec ses parents, sachant très bien que ses parents n'aimaient pas Maman Blanche, sachant très bien que ses parents inventaient des histoires compliquées concernant Maman Blanche. Elle répondit à son mari clairement que, écoute, moi je ne vais pas me rabiboucher avec tes parents, surtout avec ton père. Sauf s'il vient me demander pardon par rapport au fait qu'il m'a accusé d'avoir eu des relations extra-conjugales et qu'il m'a traité de prostituée. Ça n'allait plus dans le foyer. Donc Maman Blanche voulait partir. Maman Blanche voulait divorcer. Le pasteur Marcelo donnait l'argent à sa famille, mais empêchait Maman Blanche de donner l'argent à sa famille. C'est la raison principale pour laquelle la mère de pasteur Marcelo détestait Maman Blanche, parce qu'elle disait que son enfant est trop riche et elle n'en profite pas. Toute la richesse de son fils est dépensée par Maman Blanche et sa famille, alors que pas du tout. Quand Maman Blanche a commencé à parler de divorce, le pasteur Marcelo lui a dit, si l'esprit de divorce de ta famille, tu veux ramener ça ici dans ma maison, tu vas le payer très cher. Maman Blanche a répété cette phrase pendant 3 fois, alors que elle voulait divorcer. Toi, tu vas empêcher l'enfant des gens de divorcer de toi au point de la menacer par rapport à quoi? Il y a une vidéo qui est également sortie. Et dans cette vidéo, on voit le frère du pasteur Marcelo qui est en train de donner de l'argent à la famille de Maman Blanche Tounassi. Et on écoute une femme à l'arrière qui est en train de crier. Vous n'avez jamais aimé Blanche. Votre maman a passé son temps à insulter Blanche. Et aujourd'hui, vous voulez faire comme si vous l'avez trop aimée, alors que c'est faux. Ce qui me chagrine dans un premier temps par rapport à cette vidéo, c'est le manque de respect qu'a cette famille envers la famille de Maman Blanche en fait. Parce que à quelle heure vous allez régler des problèmes de famille dans la rue? À quelle heure vous allez donner de l'argent symbolique à une famille qui vient de perdre leur enfant dans la rue? Ça ne se fait pas. Ce genre de choses se fait lors d'une réunion de famille. Mais malheureusement, ces réunions n'ont jamais eu lieu. Parce que souvenez-vous, je vous l'ai dit lors de ma première vidéo, le frère de Maman Blanche a fait comprendre qu'il n'y a jamais eu de réunion de famille, des 2 familles bien sûr. Bref, l'argent là, le frère de Maman Blanche l'a bien signifié qu'ils avaient reçu l'argent. Mais c'était l'argent symbolique. Symbolique. Parce que le bon monsieur Marcelo ne voulait pas faire sortir le lit conjugal. Pourquoi Marcelo ne voulait pas faire sortir le lit conjugal? Le lit conjugal doit sortir pourquoi? Je vous explique. Dans la culture Louba, culture à laquelle appartenait Maman Blanche, lorsque le mari ou la femme meurt, le lit sur lequel le couple dormait, on le sort et on le brûle. Pourquoi? Parce que selon leur culture, lorsque le lit reste, c'est comme si l'esprit de la personne partie demeure toujours dans la maison. Donc pour libérer totalement l'esprit, on prend le lit conjugal et on le brûle. Marcelo a refusé de faire sortir ce lit. Quand il allait épouser Maman Blanche, il a suivi la tradition. Pourquoi après la mort de Maman Blanche, lorsqu'il s'agit de continuer à suivre cette tradition, il refuse? Pasteur Marcelo, pourquoi tu as refusé qu'on brûle le lit? Tu gardes le lit là, c'est pour faire quoi? Des rituels? En conclusion, on comprend très clairement que la vidéo que vous avez sortie pour tenter de décrédibiliser la famille de Maman Blanche la crédibilise davantage. Ok? Cherchez autre chose. Ça ne tient pas la route. Lors d'une énième interview, le grand frère de Maman Blanche nous fait d'autres révélations. Concernant le certificat de décès de Maman Blanche, il y a des avancées. Il nous a dit que les enquêtes sont en train d'être menées actuellement du côté de la Turquie, afin d'avoir la crédibilité et la véracité sur le certificat de décès de Maman Blanche. Car en réalité, il y a trop d'incohérences sur ce document. Beaucoup trop même, pour éveiller des soupçons. À cet effet, lorsque les enquêteurs sont arrivés en Turquie, ils ont contacté le numéro de téléphone qui est sur le certificat de décès. Parce que oui, il y a bel et bien un numéro de téléphone. Lorsque les enquêteurs ont appelé le numéro, le monsieur au bout du fil fait comprendre que c'est le numéro d'une pompe funèbre et non d'un hôpital. Chose louche. Vous n'êtes pas prêts, vous serez encore plus choqués. Donc ils prennent rendez-vous avec le monsieur. Les enquêteurs vont à la rencontre du monsieur. Et le monsieur leur fait comprendre que si
il y a la signature des pompes funèbres sur le certificat de décès. C'est un acte légal. Tout simplement parce que eux, ils font dans l'accompagnement du corps, notamment la mise en billet du corps. Eux, ils ont reçu le corps de Maman Blanche et le certificat de décès de Maman Blanche. Par conséquent, leur signature atteste simplement que c'est cette pompe funèbre qui a exercé la mise en billet du corps de Maman Blanche. Sachez que sur le certificat de décès de Maman Blanche, il n'y a pas que la signature des pompes funèbres, il y a également 2 signatures. Parce que avant que les pompes funèbres ne reçoivent le certificat de décès de Maman Blanche, il y avait déjà 2 signatures, notamment la signature du médecin et la signature d'un ami qui est le médecin. J'y arrive. Alors, concernant la signature du médecin, les enquêteurs, lors de leur recherche, ils se sont rendus compte que le médecin en question n'existe pas. En ce qui concerne la signature de l'ami, il s'avère que c'est la signature d'un Turc, un clochard turc, qui dont certains m'ont payé à Madoué. Comme le clochard avait faim, il avait soif, vous connaissez la vie des clochards, il a accepté quelques petits billets pour signer le certificat de décès de Maman Blanche. Marcelo, à ce moment-là, tes mains étaient coupées. Tes mains étaient coupées au point où toi-même, le mari, l'époux, tu n'as pas pu signer le certificat de décès de ta femme. Tu es très dégoûtant, mon cher. Ce qui m'énerve encore plus dans cette histoire, c'est que les médias congolais ne peuvent pas parler de cette histoire parce qu'ils sont menacés. Vous savez très bien que Marcelo, c'est pas n'importe qui au Congo. Le gars, il mange avec le président de la République. Et Marcelo s'est même permis de sceller le cercueil de l'enfant de quelqu'un. Parce que oui, lors des funérailles, le cercueil de Maman Blanche était scellé. Ça veut dire que même sa propre mère n'a pas pu voir son enfant pour la dernière fois. Ses propres enfants n'ont pas pu voir leur maman pour la dernière fois. Tu sais le cercueil en tant que qui? Tu caches quoi? Il faut nous dire. Lors de la première interview du grand frère de Maman Blanche, il avait fait une révélation très importante. Il avait dit que ce pasteur Marcelo là, il a toujours 2 versions différentes. Rappelez-vous, lors des funérailles de Maman Blanche, quand le monsieur là est en train de faire son discours, parce que moi j'appelle ça un discours, tu ne peux pas parler de ta femme, celle que tu as présentée au monde entier comme étant la femme de ta vie. Soit disant tu as passé avec elle ces derniers instants. Et puis tu lis un document pour nous expliquer, pour expliquer au monde entier ces derniers instants. Tu lis un document sans émotion. Il n'y avait pas d'émotion. Tu n'avais aucune émotion. Sur ton document que tu lisais là, tu nous expliquais que toi tu étais au 7e étage et Maman Blanche était en dessous en train de se faire opérer. Tu étais en train de prier. Et à un moment donné, la chambre où tu étais, le parfum de Maman Blanche s'est répandu dans toute la chambre. Et le Saint-Esprit, votre Saint-Esprit du mensonge que vous utilisez souvent pour séduire les maboules là, le Saint-Esprit t'a parlé. Et le Saint-Esprit t'a dit, elle est déjà morte. Tu dis oh non, et j'ai dit au Saint-Esprit, non, je refuse de croire. Et tu as continué à prier pendant 3-4 heures de temps. Ah, c'est ta première version. Deuxième version, parce que oui, tu as 2 versions. La deuxième version, lors d'une prédication. Le temps s'est écoulé après les funérailles. Lors d'une de tes prédications mensongères pour voler l'argent de tes fidèles, tu as expliqué une fois de plus les derniers instants de Maman Blanche. Et tu as fait comprendre que la dernière fois que tu as parlé avec Maman Blanche, c'est quand elle t'a dit « Marcelo, prie pour moi ». Et tu as continué en disant « Tu as mis ta main sur la tête de Maman Blanche, tu as prié pour elle et elle est partie ». Maintenant, entre les 2 versions-là, quelle est la bonne? Ou bien il y a une 3e version? Il faut nous dire, de toutes les façons. Voici la vraie raison de comment Maman Blanche est décédée. Donc si tu es Maman Blanche, écoute jusqu'à la fin et partage aussi pour que tout le monde écoute la vérité. Cet homme qui est un pasteur dit que la mort de Maman Blanche est une mort préméditée. Ce qui veut dire qu'il dit que sa mort a été préméditée par le pasteur Marcelo et par 100 autres personnes. Il dit qu'au début, Dieu avait remis l'église du pasteur Marcelo, la Compassion TV, à Maman Blanche. Et il dit aussi que Maman Blanche avait beaucoup de pouvoir, plus que le pasteur Marcelo. Et c'est Maman Blanche qui gérait cette église parce que Dieu avait remis cette église à Maman Blanche et non au pasteur Marcelo. Il dit que cette église a commencé à bien fonctionner, l'église a progressé, l'église a grandi, les gens venaient parce que c'est Maman Blanche qui tenait cette église. Elle avait un pouvoir qui venait de Dieu. Voilà le pourquoi personne ne pouvait faire du mal à cette église. Personne ne pouvait faire du mal à la Compassion TV parce que le pouvoir que Maman Blanche avait était au-dessus de tout autre pouvoir. Il dit aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'attaquer cette église, qui ont essayé d'attaquer le pasteur Marcelo, mais ils ne pouvaient pas faire du mal à l'église parce que Maman Blanche avec les pouvoirs et elle est aussi couverte par Dieu. Maintenant, ce qui me fait mal dans tout ce qu'il a dit, il dit que le pasteur Marcelo, c'est un homosexuel. Parce que le pasteur Marcelo est entré dans les choses, dans les loges, qui ne devait pas entrer parce que Dieu l'avait déjà béni et il avait béni son ministère. Mais que depuis que le pasteur Marcelo est entré là-bas, on l'a obligé d'avoir un homme, un mari comme lui. Maintenant, c'est que je ne comprends pas. Bon, la Bible dit que nous servions un Dieu puissant. Donc, si c'est vrai ce qu'il dit, que Dieu avait donné le pouvoir à Maman Blanche de protéger l'église, voilà le pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'attaquer l'église et ils n'ont pas rempli les objectifs en détruisant cette église parce que Maman Blanche avait les pouvoirs. Mais quand Dieu te donne quelque chose, si Dieu t'a donné le pouvoir, il va protéger le pouvoir. Donc, c'est ce pouvoir que Maman Blanche avait vraiment, comme lui, il dit, venait de Dieu. Mais ce qu'il dit que Dieu allait protéger sa servante. Dieu allait protéger ce pouvoir-là. Il dit que
pourquoi finalement le pasteur Marcelo a cédé aux gens de cette loge jusqu'à tuer Maman Blanche. Moi, la question que j'aimerais poser à ce pasteur, est-ce que c'est les gens du loge qui a créé Maman Blanche? Non, c'est Dieu qui a créé Maman Blanche. Donc, ce qui veut dire que le Dieu qui crée sa créature peut aussi reprendre sa créature. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué, non? Donc, maintenant, j'ai compris quelque chose dans la vie. On ne peut plus mourir tranquillement maintenant. Souvent, quand vous n'avez rien à dire, là, fermez vos gueules. Fermez vos bouches. Le soleil venait à peine de se lever sur Kinshasa ce matin-là, mais les réseaux sociaux, eux, étaient déjà en ébullition. Les notifications s'empilaient sur les téléphones, les captures d'écran circulaient à une vitesse folle. Les vidéos, les commentaires, les directs enflammés, tout convergeait vers un seul sujet, le pasteur Marcelo Tunassi. Depuis l'annonce de son mariage avec Esther Aïcha, une ex-musulmane récemment convertie au christianisme, les critiques pleuvaient comme une pluie battante sur tôle. Les uns criaient au scandale, d'autres à la trahison, et beaucoup s'interrogeaient. Pourquoi si vite? Pourquoi seulement 1 an après la mort de Maman Blanche, cette femme qu'il avait tant aimée et qu'il avait mise en avant comme l'amour de sa vie? Dans les rues, dans les salons, au marché, même dans les églises, les conversations chuchotées ou criées se mêlaient au vacarme quotidien. Les anciens fidèles, qui avaient assisté au mariage avec Maman Blanche, se souvenait encore de ces 5 longues années qu'il avait passées avant de se décider à l'épouser. 5 années de patience, de prière, de prétendue volonté divine. Mais cette fois-ci, à peine 1 an après les funérailles, un autre mariage. Pour beaucoup, cela sonnait comme une gifle à la mémoire de la défunte. Les vidéos de critiques devenaient virales. Certaines montraient des influenceurs religieux dénonçant un mariage précipité, insinuant que quelque chose de sombre se cachait derrière. Les hashtags se multipliaient. Hashtag justice pour Maman Blanche, hashtag Marcelo explique-nous, hashtag trop vite trop suspect. Les insultes fusaient, parfois violentes, souvent blessantes. On le traitait de manipulateur, d'homme sans cœur, d'hypocrite. Puis, un après-midi, alors que la pression atteignait un sommet, le pasteur Marcelo brisa le silence. Dans une vidéo live, il apparut, visage fermé, yeux fixés sur la caméra, la voix légèrement tremblante mais assurée. Les vrais coupables, dit-il, ce ne sont pas ceux qui m'insultent. Ce sont ceux qui savent la vérité, et qui se taisent. Pendant que vous me lapidez sur les réseaux, ils restent silencieux. Ils ne me défendent pas. Ces mots tombèrent comme un pavé dans une mare déjà agitée. Les réactions furent immédiates. Certains prirent cela comme un appel indirect à ses proches pour qu'ils viennent le soutenir publiquement. Mais pour d'autres, cette déclaration sonnait comme une provocation. Dans plusieurs groupes de discussion, on répétait « Comment défendre quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir lui-même précipité la mort de sa femme ?» Le climat devint encore plus électrique. Des voix anonymes, se disant proches de la famille de Maman Blanche, commencèrent à affirmer que la défunte n'avait pas eu de véritable autopsie, que son corps avait été enterré rapidement, presque dans la précipitation, en Turquie, loin des regards de ses propres proches. Certains allaient jusqu'à dire que la famille de Maman Blanche n'avait pas pu voir son visage une dernière fois, ni participer aux funérailles. Une rumeur, persistante et lourde, insinuait qu'on avait voulu cacher quelque chose. La nouvelle épouse, Esther Aïcha, elle, restait silencieuse. On la voyait seulement dans quelques clichés, souriante, vêtue de robes élégantes, parfois dans des vidéos de culte. Mais son passé d'ex-musulmane convertie intriguait et alimentait les débats. Les plus mal intentionnés parlaient d'un mariage arrangé, d'une conversion opportuniste. Les plus modérés, eux, rappelaient qu'elle n'avait rien demandé à cette tempête, et qu'elle subissait désormais les conséquences d'une histoire qui la dépassait. Le lendemain de la sortie médiatique du pasteur Marcelo, la ville entière semblait retenir son souffle. Dans les cafés, les salons de coiffure, les bureaux, tout le monde commentait la même vidéo. Les visages étaient graves, parfois outrés. Certains fidèles ne comprenaient pas pourquoi leur pasteur, qui prêchait souvent l'humilité et le pardon, avait choisi de pointer du doigt ceux qui savent et se taisent. Pour eux, cette phrase était une confession déguisée. Reconnaître qu'il y avait quelque chose à savoir, c'était déjà admettre qu'un secret lourd planait sur la mort de Maman Blanche. À l'église principale, l'ambiance n'était plus la même. Le dimanche, en entrant dans le grand temple, on pouvait sentir une tension presque physique. Les regards se croisaient, certains se détournaient. Les murmures commençaient dès le seuil franchi. Même pendant la louange, là où d'ordinaire les chants faisaient vibrer les murs, un parfum d'inquiétude planait. Les musiciens jouaient, les choristes chantaient, mais le cœur des fidèles semblait ailleurs, fixé sur cette affaire qui, jour après jour, prenait des allures de scandale national. Dans un coin, 3 femmes, membres de longue date de l'Assemblée, échangeaient à voix basse. « Tu as vu comment il a parlé ?» demanda l'une, serrant son sac contre elle. « Oui », répondit une autre. « Il avait l'air en colère, ou inquiet. »
Inquiet. Tu veux dire coupable, lança la troisième, le regard dur. Un silence pesant suivit cette remarque. Elle savait que ce genre de paroles pouvait être dangereux. Mais elle savait aussi que, depuis le décès de Maman Blanche, beaucoup de choses ne collaient pas. En dehors de l'église, les journalistes commençaient à flairer le gros titre. Des vidéos YouTube titrées « La vérité sur la mort de Maman Blanche » ou « Marcelo et le mariage de la discorde » accumulaient des centaines de milliers de vues. Certains enquêteurs en ligne affirmaient avoir retrouvé des images rares de Maman Blanche quelques semaines avant sa mort, où elle semblait affaiblie, presque malade. D'autres prétendaient que cette faiblesse était provoquée. Les commentaires, souvent haineux, se comptaient par milliers. Dans la maison familiale de Maman Blanche, la douleur et la colère se mêlaient. Sa sœur aînée, Assa, n'avait toujours pas digéré le fait qu'elle n'ait pas vu le corps de sa cadette. « Comment voulez-vous que je fasse mon deuil ?» répétait-elle à qui voulait l'entendre. On nous a appelés pour nous dire qu'elle était morte, et à peine 2 jours après, elle était enterrée. Et en Turquie, en plus. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. On ne fait pas ça dans notre famille. Chez nous, on accompagne nos morts, on les veille, on les embrasse une dernière fois. Mais là, on nous a tout volé. Le silence d'Esther Aïcha ne faisait qu'aggraver les suspicions. Certains y voyaient une stratégie, ne rien dire pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. D'autres, plus sceptiques, y voyaient une forme de mépris, voire de complicité tacite. On racontait qu'elle évitait les apparitions publiques en dehors des cultes, qu'elle filtrait ses appels, et qu'elle avait même fermé certains de ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais l'événement qui allait vraiment relancer la polémique arriva quelques semaines plus tard. Lors d'un culte, Marcelo, en plein sermon, laissa échapper une phrase qui fit exploser les réseaux. Dieu seul sait pourquoi certaines personnes doivent partir tôt. Les caméras captèrent chaque mot, chaque inflexion de sa voix. Pour ses partisans, il s'agissait d'une réflexion spirituelle, un message de foi. Pour ses détracteurs, c'était une justification maladroite, voire une confession voilée. Les jours passaient, mais la tempête ne faiblissait pas. Chaque nouvelle apparition publique du pasteur Marcelo était scrutée, analysée, disséquée image par ceux qui cherchaient à y trouver des preuves de culpabilité ou des signes de malaise. Sur les réseaux, les vidéos au ralenti montraient son regard, ses gestes, ses silences. Certains internautes se prenaient pour des experts en langage corporel, affirmant reconnaître dans ses postures les signes typiques d'un homme qui cache quelque chose. Le plus surprenant, c'était la réaction des autres figures religieuses. Quelques pasteurs connus commencèrent à s'exprimer. Certains le défendaient timidement. Frères et sœurs, la vie continue. Il a perdu sa femme, oui, mais Dieu peut lui offrir une nouvelle compagne pour avancer. D'autres, plus virulents, le condamnaient à mots couverts. Quand un homme de Dieu prend des décisions qui choquent même les brebis, il doit se demander s'il est encore guidé par l'esprit ou par ses propres désirs. Dans l'assemblée de Marcelo, la division était palpable. Une partie des fidèles continuait de le soutenir, répétant que les attaques venaient du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. L'autre partie se faisait plus discrète, assistait moins souvent au culte, et se posait beaucoup de questions. Les dons dans les paniers d'offrandes commençaient même à baisser. Un soir, la famille de Maman Blanche décida de briser son silence. Dans une vidéo émouvante, sa sœur Assa, vêtue de noir, prit la parole. « Nous voulons la vérité. Ce n'est pas une histoire de remariage rapide, c'est une histoire de respect pour notre sœur. Nous n'avons pas vu son corps. Nous ne savons même pas de quoi elle est morte. Nous exigeons un certificat de décès, une autopsie. Et si cela n'arrive pas, nous irons plus loin. » La vidéo fit des millions de vues en quelques heures. Ce fut l'étincelle qui ralluma encore plus le feu. Des manifestations silencieuses furent organisées devant certaines églises. Des pancartes avec les mots « Où est la vérité ? Justice pour Maman Blanche » ou encore « Pas de paix sans réponse » fleurissaient dans les mains des protestataires. Esther Aïcha, elle, fit une rare apparition dans une courte interview filmée à la sortie d'un culte. Elle portait une longue robe blanche et un foulard léger. Son visage était calme, mais sa voix, tremblante. « Je suis chrétienne, je crois en Dieu, et je sais pourquoi je suis ici. Les gens parlent sans savoir. Je n'ai rien à cacher. » Ces quelques phrases suffirent pour que ses partisans la présentent comme une femme forte, et pour que ses détracteurs l'accusent de cynisme. Entre-temps, les spéculations sur la cause de la mort de Maman Blanche prenaient des directions inquiétantes. Certains parlaient d'empoisonnement discret, d'autres d'un problème de santé caché. Des vidéos pseudo-documentaires retraçaient sa dernière année de vie, montrant ses prédications, ses déplacements, ses rares photos personnelles. Tout était utilisé comme pièce à conviction dans ce tribunal populaire qu'étaient devenus les réseaux sociaux. Dans ses prêches, Marcelo commençait à glisser des phrases qui semblaient répondre à ses accusateurs. Quand Joseph a été accusé par la femme de Potiphar,
Il n'a pas répondu à ses ennemis. Il a laissé Dieu le justifier. Ne perdez pas votre temps à expliquer la vérité à ceux qui ont déjà décidé de croire aux mensonges. Ces paroles galvanisaient ses partisans, mais irritaient profondément ceux qui réclamaient des réponses concrètes. La tension atteignit un point critique lorsqu'un ancien collaborateur de Marcelo, resté anonyme, déclara dans une interview audio que tout le monde savait que le mariage avec Esther Aïcha était prévu avant même que Maman Blanche ne tombe malade. Ce témoignage, bien que non vérifié, fit l'effet d'une bombe. Pendant ce temps, dans le cercle proche de Marcelo, la stratégie semblait claire. Tenir bon, ne pas céder, continuer les activités de l'église comme si de rien n'était. Mais les regards furtifs, les chuchotements dans les coulisses, laissaient deviner que même là, la tempête avait pénétré les murs. Les préparatifs du mariage entre Marcelo et Esther Aïcha restaient un sujet tabou dans les couloirs de l'église. Officiellement, tout avait été fait dans les règles, engagement, bénédiction pastorale, cérémonie religieuse. Mais en coulisses, certains murmuraient que les choses s'étaient faites dans une discrétion suspecte, presque comme si l'on avait voulu éviter toute interférence. Une choriste qui avait longtemps chanté aux côtés de Maman Blanche raconta, lors d'un dîner avec quelques amis proches, qu'elle avait reçu un message étrange quelques mois avant la mort de la défunte. C'était un SMS, dit-elle. Juste quelques mots, prie pour moi. Pas d'explication, rien d'autre. Autour de la table, un silence s'installa. Personne ne voulait croire que ce simple message pouvait être un signe prémonitoire, mais tout le monde le pensait. Du côté de la famille de Maman Blanche, la colère se mêlait désormais à une volonté d'agir. Son frère cadet, Paulin, commença à contacter des avocats pour étudier la possibilité d'ouvrir une enquête indépendante. On ne peut pas juste laisser passer ça, répétait-il. Elle était notre sang. Et même si c'est juste pour effacer les doutes, il faut que tout soit clair. Dans l'assemblée, le climat devenait lourd. Les bancs, autrefois pleins à craquer, laissaient désormais des espaces vides. Les fidèles les plus fervents tentaient de ramener les autres, parlant de pardon, de foi, de ne pas juger sans preuve. Mais les plus sceptiques n'écoutaient plus. Les réseaux sociaux ne lâchaient rien. Chaque prédication de Marcelo était enregistrée, découpée, montée, partagée avec des titres accrocheurs. Il avoue enfin, les mots qui trahissent le pasteur, et si tout était planifié. Dans ces vidéos, on voyait parfois le pasteur sourire au milieu d'un message sérieux, un geste interprété comme de l'arrogance. Esther, quant à elle, restait une énigme. Ceux qui l'avaient connue avant sa conversion disaient qu'elle avait toujours été une femme ambitieuse, déterminée. Elle travaillait dans le commerce, voyageait souvent, connaissait beaucoup de monde. Ses amis d'enfance, elle, refusaient de parler aux journalistes. Étaient-ce par loyauté ou par peur? Personne ne le savait. Un soir, lors d'un culte particulièrement tendu, une femme se leva en plein milieu du sermon. Elle tenait un foulard noir dans ses mains et cria, d'une voix tremblante. « Où est la vérité, pasteur? Où est le respect pour la sœur Blanche ?» L'assemblée retint son souffle. Marcelo s'arrêta net, fixa la femme pendant quelques secondes, puis répondit calmement. « Ma sœur, Dieu connaît la vérité. Et celui qui juge sans preuve se condamne lui-même. » Les applaudissements fusèrent dans une partie de la salle, mais dans l'autre, les murmures de désapprobation grandirent. À partir de ce jour-là, les opposants au pasteur commencèrent à organiser des réunions privées. Ils n'étaient pas seulement des fidèles mécontents, certains étaient d'anciens collaborateurs, des membres de la famille de la défunte, et même quelques pasteurs d'autres églises. Leur objectif, mettre la pression publique et obtenir des réponses. Les médias traditionnels commencèrent à s'emparer de l'affaire. Des chaînes locales diffusèrent des reportages avec des images d'archives de Maman Blanche, ses prêches, ses voyages, ses moments de complicité avec l'Assemblée. Les journalistes interrogeaient les fidèles devant l'église, récoltant des témoignages. Les premières véritables fissures dans l'image publique du pasteur Marcelo apparurent lorsque deux enquêteurs indépendants, spécialisés dans les affaires religieuses et les scandales ecclésiastiques, annoncèrent publiquement qu'ils allaient recueillir des témoignages et examiner les faits entourant le décès de Maman Blanche. Leur déclaration, publiée sur Facebook et reprise sur YouTube, fit l'effet d'une bombe. Ils expliquaient vouloir apporter la lumière sur ce que beaucoup murmurent depuis un an. La rapidité de l'enterrement, l'absence d'autopsie officielle accessible à la famille et la chronologie exacte des relations entre Marcelo et Esther Aïcha. Dès le lendemain, les réseaux sociaux se remplirent de messages anonymes affirmant détenir des preuves. Des captures d'écran de conversations WhatsApp, des photos de voyage, des documents médicaux non authentifiés. Tout circulait à la vitesse d'une rumeur dans un marché bondé. La famille de Maman Blanche, galvanisée par ce regain d'intérêt, organisa une conférence de presse dans la cour de la maison familiale. Les journalistes étaient entassés, caméras braquées, micros tendus. « Nous n'accusons pas, nous demandons », déclara Paulin, le frère cadet, en serrant les dents. «
Nous demandons à voir le certificat de décès. Nous demandons à savoir pourquoi le corps de notre sœur a été enterré à des milliers de kilomètres de chez elle, sans que nous soyons présents. Nous demandons à savoir pourquoi, 1 an après, un mariage a été célébré comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, du côté de l'église, le cercle proche de Marcelo se refermait sur lui-même. Ses assistants filtrèrent les appels, refusèrent certaines interviews et resserrèrent l'accès à la scène lors des cultes. Les prêches du pasteur prirent un ton plus défensif. Frères et sœurs, quand on sert Dieu, on devient la cible des flèches enflammées de l'ennemi. Mais je vous le dis, la vérité triomphe toujours. Pour ses partisans, c'était une démonstration de foi. Pour ses opposants, c'était un moyen de détourner le débat des questions précises. Esther Aïcha, elle, continuait de se montrer discrète. Mais certains observateurs notèrent qu'elle avait pris plus de place dans l'organisation interne. Présence accrue aux côtés de Marcelo, intervention ponctuelle dans des réunions, gestion de certains projets caritatifs. Les rumeurs selon lesquelles elle préparait sa place depuis longtemps se renforcèrent. Dans l'ombre, un ancien membre de l'équipe de communication de l'Église accepta, sous couvert d'anonymat, de parler à une chaîne en ligne. Sa voix, modifiée pour ne pas être reconnaissable, lâcha une phrase qui fit trembler les réseaux. Ce mariage, il ne s'est pas décidé après la mort de Maman Blanche. Il était déjà envisagé bien avant. Les commentaires explosèrent. Certains crièrent au mensonge destiné à détruire l'œuvre du pasteur, d'autres prirent cette déclaration comme la confirmation de leurs soupçons. À mesure que les semaines passaient, la pression médiatique commença à avoir un impact visible. Baisse de fréquentation des cultes, chute des dons et même annulation de certaines invitations internationales. Des pasteurs étrangers, craignant la polémique, préféraient reporter la venue de Marcelo dans leurs églises. Pourtant, au cœur de cette tourmente, lui restait ferme sur sa ligne. Silence sur les détails, refus de se justifier sur les accusations et insistance sur sa mission spirituelle. Ceux qui veulent comprendre comprendront au temps de Dieu, répétait-il. Mais dans les marchés, les taxis, les salons de coiffure, une autre phrase tournait sans cesse. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne pas tout montrer? À l'intérieur même de l'église du pasteur Marcelo, l'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable. Ce qui, autrefois, était un lieu d'unité, de chant et de prière, s'était transformé en un espace de méfiance et de conversation étouffée. Les fidèles se divisaient désormais en 2 camps bien distincts. Ceux qui croyaient dur comme fer à l'innocence du pasteur, et ceux qui ne pouvaient plus ignorer les zones d'ombre autour de la mort de Maman Blanche. Les réunions de service, qui étaient habituellement l'occasion de préparer les cultes dans une ambiance fraternelle, ressemblaient désormais à des sessions de gestion de crise. L'équipe de communication passait des heures à discuter des publications à faire ou à éviter, de ce qu'il fallait dire face aux journalistes, et des vidéos à publier pour contrer les mensonges. Certains responsables plaidaient pour que le pasteur rompe le silence et présente publiquement le certificat de décès. D'autres affirmaient qu'un tel geste ne ferait qu'alimenter la polémique. Pendant ce temps, dans les couloirs, les rumeurs enflaient. On disait qu'Esther Aïcha avait commencé à donner son avis sur des questions qui relevaient autrefois exclusivement de Maman Blanche. Elle avait, par exemple, proposé de réaménager le bureau pastoral, en changeant même certains portraits et souvenirs de la défunte. Pour certains, c'était un signe clair qu'elle voulait effacer toute trace de celle qui l'avait précédée. Un soir, après un culte tendu où le pasteur avait prêché sur le thème « Les épreuves du juste », un groupe de fidèles mécontents se réunit discrètement dans un café voisin. Il y avait là d'anciens membres de la chorale, un diacre, et même un ancien proche conseiller de Maman Blanche. Les discussions étaient animées. « Il faut agir », lança l'un. « On ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. »« Agir comment ?» répondit un autre. « Tu veux attaquer un pasteur publiquement ? Tu sais les risques. » Les risques, c'est déjà ce que nous vivons, la vérité étouffée. De leur côté, les enquêteurs indépendants qui avaient promis de faire la lumière sur l'affaire poursuivaient leurs recherches. Ils avaient déjà rencontré plusieurs personnes affirmant avoir vu Marcelo et Esther ensemble à des événements privés, bien avant la mort de Maman Blanche. Certaines de ces affirmations étaient impossibles à vérifier, mais elles contribuaient à nourrir le doute collectif. Dans les médias, la couverture du scandale prenait de l'ampleur. Des débats télévisés opposaient pasteurs, journalistes et fidèles. Les uns défendaient l'homme de Dieu, rappelant qu'aucune preuve concrète ne l'incriminait. Les autres soulignaient l'opacité des circonstances entourant le décès de son épouse et la rapidité du remariage. Marcelo, de son côté, continuait d'apparaître sur scène, Bible en main, avec la même assurance apparente. Mais certains observateurs notaient que ses sermons étaient plus courts, plus centrés sur la persécution et la fidélité dans les épreuves. Il citait souvent Job, accusé et abandonné de tous, mais restait fidèle à Dieu. Esther Aïcha restait, elle aussi, très prudente dans ses apparitions publiques. Lorsqu'elle prenait la parole,
c'était pour encourager les fidèles à ne pas se laisser distraire par les bruits du monde. Pourtant, chaque mot qu'elle prononçait était décortiqué en ligne, chaque tenue analysée, chaque sourire interprété. La tension monta d'un cran lorsqu'une vidéo inattendue fit irruption sur les réseaux sociaux. Elle ne durait que 52 secondes, mais son impact fut immédiat. On y voyait Maman Blanche, assise dans ce qui semblait être un salon, un foulard clair sur la tête, le regard fatigué mais souriant. Elle parlait doucement à quelqu'un derrière la caméra. « Ne t'inquiète pas pour moi. Ce qui doit arriver arrivera. » Cette courte phrase, isolée de tout contexte, devint le carburant d'une nouvelle vague de spéculation. Les uns y voyaient la preuve qu'elle savait sa fin proche. Les autres affirmaient qu'elle avait peut-être été manipulée pour dire ces mots. En moins de 24 heures, la vidéo fut partagée des dizaines de milliers de fois, accompagnée de commentaires enflammés. Les enquêteurs indépendants affirmèrent avoir reçu l'enregistrement d'une source proche de la défunte. La famille de Maman Blanche, choquée, déclara qu'elle n'avait jamais vu cette vidéo auparavant et qu'elle voulait en savoir plus sur la date et les circonstances de son enregistrement. À l'église, cette révélation eut l'effet d'une bombe. Certains fidèles, jusqu'alors indéfectiblement loyaux envers le pasteur Marcelo, commencèrent à douter. Lors des réunions de prière, les conversations déviaient inévitablement vers la question « Qui a filmé cette vidéo ? Et pourquoi ?» Marcelo, lui, brisa le silence lors du culte suivant. Vêtu d'un costume sombre, il monta sur scène, prit une grande inspiration et dit « Mes ennemis ne dorment pas. Ils fouillent, ils fabriquent, ils inventent. Mais la vérité, frères et sœurs, la vérité ne peut être enterrée. Elle se lèvera comme le soleil. » Une partie de l'assemblée applaudit vigoureusement, mais une autre resta de marbre. Pendant ce temps, en coulisses, les divisions s'aggravaient. Plusieurs responsables de ministères internes remettaient en question la stratégie du silence. L'un d'eux alla jusqu'à dire, lors d'une réunion restreinte, « Si nous avions montré le certificat de décès dès le début, toute cette affaire serait peut-être derrière nous. » Sa remarque fut immédiatement réprimandée par un proche du pasteur, qui insista. « Tu ne comprends pas. Plus on donne aux ennemis, plus ils demandent. » Dans la maison familiale de Maman Blanche, l'atmosphère oscillait entre chagrin et colère. Sa sœur Assa ne décolérait pas. Pour elle, cette vidéo était une pièce manquante du puzzle, une preuve qu'il y avait eu des tensions ou des événements inconnus dans les derniers mois de vie de sa sœur. Elle multiplia les apparitions médiatiques pour demander officiellement une enquête judiciaire. Les médias, eux, flairaient l'escalade. Chaque plateau télé voulait son débat sur l'affaire Marcelo. Des psychologues, des juristes, des leaders religieux, tout le monde y allait de son analyse. Les plus radicaux affirmaient qu'il fallait suspendre le pasteur de ses fonctions jusqu'à ce que toute la lumière soit faite. Et puis, un matin, un article choc parut dans un journal local. Un ancien collaborateur affirmait que le voyage en Turquie pour les funérailles avait été planifié plusieurs semaines avant la mort de Maman Blanche. Cette information, impossible à vérifier immédiatement, enflamma encore plus les discussions. La réaction des fidèles était désormais imprévisible. Certains se retiraient discrètement, préférant prier chez eux. D'autres, au contraire, se montraient plus présents que jamais, comme pour prouver leur loyauté au pasteur. Mais tous sentaient que quelque chose approchait, un point de rupture. La famille de Maman Blanche, lassée de ce qu'elle considérait comme une stratégie d'esquive de la part de Marcelo, prit une décision ferme, lancer un ultimatum public. Devant les caméras, Paulin, le frère cadet, déclara d'une voix déterminée. « Nous donnons 15 jours au pasteur Marcelo pour nous fournir le certificat de décès de notre sœur et tous les documents officiels liés à son enterrement. Passé ce délai, nous saisirons la justice. » Ce discours, diffusé en direct sur plusieurs chaînes et largement partagé en ligne, provoqua un nouveau séisme médiatique. Les internautes se déchaînèrent. Certains encourageaient la famille, estimant qu'elle avait été trop patiente jusque-là. D'autres accusaient Paulin de vouloir salir un homme de Dieu pour des raisons personnelles ou financières. À l'église, la tension était palpable. Les anciens et responsables se réunirent en urgence dans le bureau pastoral. Les échanges furent vifs. « Pasteur, il faut répondre. Le silence ne joue plus en notre faveur, lança l'un d'eux. « Si je cède, c'est comme si j'avouais quelque chose, » répondit Marcelo, impassible. Esther Aïcha, présente dans la pièce, intervint brièvement. Sa voix était calme, mais son regard déterminé. « Les gens n'arrêteront jamais. Même si on montre ce papier, ils diront qu'il est faux. » Personne ne répondit. Pendant ce temps, les enquêteurs indépendants intensifiaient leurs recherches. Ils auraient mis la main sur de nouveaux témoignages. Un employé d'agence de voyage affirmant avoir réservé les billets pour la Turquie au nom de l'église 2 semaines avant le décès, et un membre de la chorale prétendant avoir vu Esther et Marcelo partager un repas intime à l'étranger avant le drame.
Ces affirmations restaient impossibles à confirmer, mais elles suffisaient à alimenter la machine à rumeurs. Dans les médias, l'affaire prenait une tournure nationale. Des débats houleux éclataient à la télévision. La justice doit s'en mêler, lançait un avocat invité sur un plateau. Nous n'avons aucune preuve matérielle. On ne peut pas condamner un homme sur des rumeurs, répliquait un pasteur influent. Les fidèles étaient plus divisés que jamais. Certains continuaient de venir au culte, mais avec un air méfiant. D'autres boycottaient ouvertement l'église. Les réseaux sociaux se transformaient en champ de bataille. Chaque vidéo de prédication recevait autant de messages de soutien que d'accusations. Le jour où l'ultimatum arriva à sa fin, tout le monde attendait une réaction. L'église était pleine à craquer ce matin-là, mais aussi encerclée par des journalistes et des curieux. Lorsque Marcelo monta sur scène, l'atmosphère était électrique. Il prit le micro, leva les yeux vers l'assemblée et dit « Je sais que beaucoup attendent une réponse aujourd'hui. Mais ma réponse est celle-ci, ma conscience est pure devant Dieu. Je ne donnerai rien aux ennemis qui cherchent ma chute. Je laisse le Seigneur me défendre. » Une partie de la salle éclata en applaudissements frénétiques. L'autre resta silencieuse, certains secouant la tête. À la sortie, les journalistes se ruèrent sur les fidèles. « Il a raison, Dieu jugera », déclara une femme âgée. « Non, il se cache. » C'est clair, lâcha un jeune homme en s'éloignant. Le soir même, Paulin annonça officiellement que la famille déposait plainte pour obtenir les documents par voie légale. Cette annonce marqua un tournant. L'affaire sortait désormais du terrain médiatique pour entrer dans celui de la justice. L'annonce de Paulin fit l'effet d'un coup de tonnerre. Dès le lendemain, plusieurs journaux titraient en première page « Affaire Maman Blanche, la famille porte l'affaire en justice ». Les radios locales ouvraient leur programme avec le sujet, et les plateaux télé s'empressaient d'inviter juristes et leaders religieux pour commenter. Du côté des autorités, le dépôt de plainte déclencha l'ouverture officielle d'une enquête préliminaire. La famille exigeait non seulement la remise du certificat de décès, mais aussi des explications détaillées sur les raisons de l'enterrement précipité en Turquie et l'absence d'autopsie officielle. Rapidement, des convocations furent envoyées. Marcelo, Esther Aïcha, plusieurs membres de l'église et même des employés de l'agence de voyage ayant organisé le déplacement en Turquie furent appelés à s'exprimer. Dans les couloirs du tribunal, les murmures allaient bon train. Des fidèles attendaient dehors, certains priant à voix haute, d'autres affichant des pancartes de soutien. Marcelo arriva au tribunal dans un cortège discret, costume sombre, lunettes fumées, visage fermé. Les caméras captèrent chaque pas, chaque mouvement. Aucune déclaration à la presse. À l'intérieur, il resta calme, répondant uniquement par l'intermédiaire de son avocat. Selon des sources proches, il répéta la même ligne de défense. « Je n'ai rien à cacher, mais je ne veux pas nourrir la polémique. » Esther, elle, fit son entrée par une porte latérale pour éviter la foule. Les journalistes réussirent à obtenir un court échange. « Madame Aïcha, avez-vous connu le pasteur avant la mort de Maman Blanche ?» Elle répondit simplement. « Dieu connaît mon cœur. » Pendant ce temps, la presse obtenait des fuites. Un document circula, présenté comme un extrait du certificat de décès. Selon ce papier, Maman Blanche serait morte d'un arrêt cardiaque subi. Mais la famille réfuta immédiatement l'authenticité de ce document, affirmant qu'elle n'en avait jamais vu l'original et que celui-ci pouvait être falsifié. Dans l'église, la situation se tendait encore davantage. Certains fidèles, choqués par l'ampleur que prenait l'affaire, décidaient de se mettre en retrait. D'autres, au contraire, affirmaient que cette enquête était une attaque spirituelle destinée à détruire l'œuvre de Dieu. Les enquêteurs, eux, continuaient de creuser. Ils interrogèrent des voisins, des amis proches, et même un médecin qui aurait vu Maman Blanche dans les semaines précédant son décès. Ce dernier, sous couvert d'anonymat, déclara qu'elle semblait fatiguée et stressée, mais qu'aucun signe évident ne laissait présager un problème cardiaque imminent. Au fil des jours, l'affaire dépassa même les frontières. Des médias étrangers reprirent l'histoire, parlant d'un scandale religieux au cœur de l'Afrique. Des pasteurs d'autres pays réagirent, certains apportant leur soutien à Marcelo, d'autres appelant à la transparence. Puis, un soir, un reportage télévisé montra un enregistrement audio attribué à Maman Blanche. On l'entendait dire, d'une voix faible, « Si quelque chose m'arrive, sachez que je vous aime tous. » Le choc fut total. La vidéo fit le tour du pays en quelques heures. Les partisans du pasteur crièrent à la manipulation. Les opposants y virent une preuve supplémentaire qu'il y avait eu dissimulation. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère devint étouffante. Chaque sortie publique de Marcelo ou d'Esther était suivie par des caméras et des groupes de curieux. Les discussions ne parlaient plus que d'une chose, jusqu'où cette affaire irait, et qui finirait par tomber.